De 8 à 10, pour certains. Bon, enfin, c'est pas grave, voilà, c'est enregistré, il y a le son, impeccable. Ok, donc on a été aux coordonnées du vecteur AC dans l'exercice 4. Donc Théo nous a rappelé la formule, hein. On va pas la rappeler à chaque fois. Pareil, quand vous rédigez, quand vous êtes en évaluation, si vous avez besoin de rappeler la formule, bon, si c'est ce qu'on demande, vous le faites une fois dans l'évaluation, puis vous le faites pas à chaque fois. D'accord? Donc je vous l'ai déjà dit, ce qu'il faut montrer dans une évaluation, c'est que vous connaissez les méthodes, vous l'avez montré une fois. Après, c'est pas la peine de faire le perroquet. Alors je sais que ça vous rassure quand vous écrivez des choses que vous avez comprises et vous pouvez bien le réécrire. En fait, ça sert pas à grand chose. Donc essayez de gagner du temps, d'être efficace. J'ai rappelé la formule une fois. Et par exemple, là, vous voyez, en détaillant le calcul, on peut considérer que je l'ai fait aussi, hein, si c'est pas demandé explicitement. Donc c'est pas la peine de le réécrire à tout bout de champ. Donc là, on va écrire directement la réponse. Alors moi, ça m'arrive de le faire plusieurs fois, mais bon, c'est, disons, avec un objectif pédagogique. Si ceux qui ont du mal, qui ont besoin qu'on rappelle la formule, on la réécrit. Mais en évaluation, d'accord, essayez d'optimiser votre temps de travail. Il faut être efficace, d'accord. Alors, pour le vecteur AC, donc on a moins 7, moins 2, ce qui va nous faire moins 5 en abscisse, et en ordonnée, moins 1, moins 3, ce qui va nous faire moins 4. Voilà. Déduire des coordonnées du vecteur précédent, celles du vecteur BC. Alors, comment on pouvait faire ça? Alors, on peut calculer directement les coordonnées du vecteur BC, mais c'est pas ce qu'on demande dans la question. Si vous regardez bien, on vous dit déduire de la question précédente, c'est-à-dire sans refaire de nouveaux calculs de coordonnées en utilisant les points. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je vous écoute. Voilà, il va falloir utiliser la relation de Chasles. Très bien, Marianne. Donc, relation de Chasles, qu'est-ce qu'on va voir? Comment exprimer le vecteur BC à partir du vecteur AB et du vecteur AC? Qu'est-ce que tu nous proposes, Marianne? Bon, tu peux prendre la parole ou le taper dans le chat, hein, s'il n'y a pas les flèches sur les vecteurs, c'est pas grave. J'attends, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Alors, Louis est en salle d'attente. Alors, on va faire rentrer Monsieur Gilbert. Alors, qu'est-ce qu'elle a écrit quelque chose? J'ai pas vu. Voilà. Alors, très bien, Théo. Alors, c'est sûrement ce que Marianne allait écrire d'ailleurs, hein. Donc, effectivement, il va falloir décomposer le vecteur BC pour l'exprimer à partir des deux vecteurs précédents. Mais si on utilise la relation de Chasles, en fait, voilà, le principe, vous faites une étape intermédiaire, c'est-à-dire, il faut vraiment le comprendre comme ça. Pour aller de B à C, bon, si vous allez directement, c'est le vecteur BC. Et on va faire un détour par un point. Ben là, le point, évidemment, c'est le point A. Donc on peut écrire que le vecteur BC, en fait, est égal au vecteur BA plus le vecteur AC. Ça, c'est typique de la relation de Chasles, hein, on utilise toujours comme ça. Donc, vraiment, il faut le comprendre comme ça. J'ai inséré le point A entre B et C. Hein, j'ai fait une étape. Donc on écrit BC égale BA plus AC. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on a calculé déjà les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors si on est précis, je vois que Théo l'a observé, ce qu'on a calculé, c'est pas les coordonnées du vecteur BA, mais les coordonnées du vecteur AB. Donc il faut voir le lien entre BA et AB. Donc ça, on en a déjà parlé. BA, en fait, c'est l'opposé du vecteur AB. Si vous changez le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire si vous les permutez, vous obtenez le vecteur opposé. Donc on va écrire BC égale moins AB plus AC. Alors, il ne faut pas oublier les flèches, hein, j'ai oublié de les faire. Voilà. Voilà. Je vais voir si je peux rajouter les points après, je sais pas si ça, non, ça marche pas. Il va falloir mettre des parenthèses. Ok, voilà, donc ce qu'on vous demandait dans cette question, voilà, c'est d'utiliser la relation de Chasles pour utiliser la question précédente. Donc vous avez les coordonnées, hein, qu'on a déjà calculées en haut. Alors simplement, le vecteur AB, il faut prendre l'opposé du vecteur AB. Donc on va changer le signe de ces coordonnées. Donc on va écrire moins 6 plus 8, d'accord? Et je dois ajouter les coordonnées du vecteur AC.
Et là, je peux écrire -5, -4. D'accord? Donc, vous voyez, cette écriture, elle est assez souple, c'est-à-dire je remplace directement le vecteur par ses coordonnées, alors avec la convention d'écrire les coordonnées de façon verticale. D'accord? Pour distinguer justement ce qui désigne les coordonnées d'un vecteur, donc un mouvement, et les coordonnées d'un point, hein, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, donc on peut écrire ça comme ça, c'est tout à fait licite. Et alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bon, bah là, vous savez qu'il faut ajouter terme à terme, hein, enfin, coordonnée par coordonnée. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner -11 et 4. Évidemment, on aurait pu obtenir ça directement en utilisant les points B et C. C'est plus rapide même. Mais c'était une façon de vous faire appliquer la relation de chaîne. Ok pour l'exercice 4. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon. N'hésitez pas, hein, on prend son temps, il n'y a rien qui presse. Vous êtes à la maison, c'est pas évident. Bon, je sais qu'il était corrigé, je crois, celui-là. Non, il était corrigé ou pas? Peut-être pas. S'il était corrigé. Alors, exercice 9. Donc, je vous l'affiche à l'écran. J'espère que c'est suffisamment gros. Hein. N'hésitez pas à me dire, surtout le document Word, là. Peut-être un peu l'agrandir. Voilà. Il n'y a pas tout qui rentre. Mais... ok. Alors, pour l'exercice 9, on vous faisait travailler cette fois-ci sur la notion de vecteur collinéaire, d'accord? On vous donne deux vecteurs U et V. Vous apercevez que dans un des vecteurs, il y a une coordonnée qui est inconnue. C'est l'abscisse du vecteur U. Et justement, on vous demande de déterminer la valeur pour que U et V soient collinéaires. Bon, on peut le présenter de tas de façons différentes, cet exercice. Donc je vais le faire d'une certaine façon. Vous n'avez peut-être pas fait comme ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez faire le lien avec ce que vous avez fait ou si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Alors, donc on sait que le vecteur U a pour coordonnées x et moins 6. Alors vous voyez, le livre n'utilise pas la même façon de noter que moi, hein. Ils écrivent les coordonnées horizontalement. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt parce que dans le supérieur, hein, à partir de... après le bac, quoi, hein, si vous faites des maths, et vous serez nombreux à en faire, même si c'est des maths appliquées, ou même en sciences économie, hein, on note systématiquement les vecteurs en colonne. Donc vous avez le vecteur U qui est le vecteur x moins 6, et le vecteur V qui est le vecteur 8, 9. Ok. Alors, ces vecteurs, a priori, bah, selon la valeur de x, ils peuvent être collinéaires ou non. D'accord? Donc en fait, on va vous demander de trouver la valeur de x, c'est-à-dire qu'on va vous faire résoudre une équation. Même si c'est pas forcément présenté comme ça, mais dès qu'on détermine une valeur x inconnue, qui est... enfin, qu'on essaie de trouver une valeur x qui est définie ou déterminée par une équation, par une égalité, une équation, n'importe quoi, en fait, on résout une équation. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que U et V soient collinéaires. Alors regardez comment on va rédiger, parce que c'est presque ça le plus important. Donc si les vecteurs U et V sont collinaires, on a vu une caractérisation dans le cours. Enfin, c'est même la définition en fait. Hein. Alors, même si on l'a pas tout à fait présenté comme ça, c'était plutôt une caractérisation. Lorsque deux vecteurs sont collinaires, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la propriété, on en a écrit qu'une hein, sur les vecteurs collinaires. Quelle est la propriété qui permet de caractériser ça? Les vecteurs sont collinaires. Je vous pose la question. Donc regardez votre cours, si vous l'avez imprimé. Voilà, c'est ça, Théo, le déterminant doit être égal à 0. D'accord? Alors, on n'est pas obligé de le présenter comme ça, on peut très bien dire, bah, je cherche un coefficient de proportionnalité entre les coordonnées de U et de V, hein, puisque c'est ça en fait la définition. Mais on a vu une caractérisation très pratique qui est celle du déterminant, et qu'on va essayer d'utiliser le plus souvent possible. Donc on va écrire, donc ça équivaut à dire que le déterminant de U et de V, on va le noter comme ça, hein, le déterminant de U et de V doit être égal à 0. D'accord? Et en écrivant ça, en fait, on commence à voir apparaître une équation. Vous voyez, il y a un signe égal.
il y a écrit 0 de l'autre côté. Alors où est l'inconnu? Ben, notre inconnu x, en fait, elle est cachée là-dedans. X, c'est une des coordonnées du vecteur u, et on sait que le déterminant de deux vecteurs s'obtient à l'aide des coordonnées. Donc en fait, ici, vous êtes déjà en train d'écrire une équation classique, enfin disons qui ressemble à une équation standard. Et on va aller jusqu'au bout. Donc maintenant, on va écrire le déterminant de u et de v. Alors, j'espère que vous avez appris la formule, c'est pas très compliqué, il faut faire une espèce de produit en croix, donc vous écrivez les coordonnées des deux vecteurs côte à côte, vous dessinez une croix, hein, et puis donc la croix de gauche, enfin la barre gauche, c'est-à-dire l'anti-slash, ça donne 9x, vous soustrayez la barre droite, c'est-à-dire 8 fois moins 6, et ça c'est le déterminant, d'accord? Et d'après l'énoncé, ce déterminant doit être égal à 0. Oui, tout à fait, Marianne, on peut, au lieu de présenter ça avec le déterminant, on peut chercher le coefficient de proportionnalité. En fait, ça revient au même, hein, c'est exactement pareil. Déterminant, c'est un mot un peu savant pour faire un exercice qu'on pouvait faire dès la classe de 5e. Enfin, même avant, si vous aviez compris ce que c'était que la proportionnalité. Alors pourquoi on vous le fait présenter avec le déterminant? Parce que le déterminant est un outil qui va aller au-delà de la simple proportionnalité. Donc il faut commencer à s'habituer à employer ces mots-là. Et surtout, ce qui est bien, c'est que du coup, on manipule plus simplement une équation. Enfin, disons, on prend conscience qu'on est en train d'écrire une équation. D'accord? Donc ça paraît peut-être un peu inutile ou un peu trop compliqué, pour rien, mais en fait, pas du tout. Donc vous avez obtenu une équation. D'accord? Vous voyez, on est parti d'un fait géométrique qu'on a transformé en calcul, en fait, et hop, vous voyez apparaître votre équation. Et ça, on sait faire, hein, depuis qu'on est tout petit. Donc ça donne 9x plus 48. C'est pas très sympa les chiffres, hein, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont fait exprès. Égale 0. Ce qui nous donne donc x égale, alors ça normalement vous êtes censé le faire assez rapidement maintenant, moins 48 sur 9. Ok. Bon alors ça se simplifie pas, mais voilà. Donc, n'oubliez pas de conclure, hein. Remarquez, déterminer la valeur de x, bon ça appelle pas plus de commentaires que ça. X égale moins 48 sur 9. Ok. Voilà pour la première question. Ça va pour tout le monde, ça? Donc ne pas... Voilà, ce qui était important, c'est ça, bien voir qu'en fait, on est en train de résoudre des équations, même si ça a une base géométrique. Alors, que dire du quadrilatère trappe? Je passe à la question 2, s'il n'y a pas de questions. C'est bon? Alors, dans la question 2, on vous dit que le vecteur TR, en fait, ce n'est rien d'autre que le vecteur U. Je crois que si je mets des parenthèses... Attendez, excusez-moi une petite seconde. Non, ça marche pas. Non, c'est pas grave. Alors, TR, c'est le vecteur U. Ok. Et AP, c'est le vecteur V. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à un truc. J'ai fait une erreur de calcul. X moins 6, 8, 9. Je vois qu'ils mettent 3 demi dans la question 2. Alors, ou c'est 3 demi, ou c'est 48 sur 9, hein, mais c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Non, je sais pas. Non, mais alors je pense qu'il y a un bug dans la question 2. Hein. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à me concentrer ce matin. Là, on n'a pas cherché le coefficient de proportionnalité, on a juste cherché les coordonnées du vecteur x. Oui, excusez-moi. Alors, on va détailler ça peut-être. Donc, pour ceux qui ont fait comme Marianne, la recherche du coefficient de proportionnalité. Alors, je rajoute une petite ligne à la question 1. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à percuter ce matin. Alors, donc nous, on a trouvé moins 48 sur 9 pour le coefficient x, d'accord? Donc en utilisant le déterminant. Si vous voulez déterminer le coefficient de proportionnalité, donc si on cherche le réel k, je l'appelle k pour l'instant, je ne connais pas sa valeur, tel que v
égale KU. D'accord? Ce qui est en fait la définition de vecteur collinéaire. C'est la première chose qu'on a écrite dans le cours. Il existe un réel K tel que V égale KU. Et ensuite, on a parlé du déterminant. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir si vous cherchez ce réel K? Nous, on a trouvé les coordonnées, donc il suffit de faire une division. D'accord? On obtient, regardez, les coordonnées de V, c'est K fois celle de U. Donc ça vaut pour l'abscisse, ça vaut pour l'ordonnée. Donc on va obtenir 8 égale K fois moins 48 neuvième. Mais également 9 égale K fois moins 6. Des parenthèses. Ok. Et ces deux équations, ce sont des petites équations aussi, mènent à K égale moins 3 dB. Ok, bon alors il faut faire le calcul, c'est pas très compliqué, ce sont juste des fractions. D'un côté, vous avez 8 que divise moins 48 neuvième, si vous simplifiez, ça va donner moins 3 demi. Et de l'autre, vous avez K égale 9 sur moins 6, qui donne aussi moins 3 demi. D'accord? Donc voilà pourquoi, en fait, on voit dans la question 2 ce coefficient moins 3 demi qui apparaît. Et ceux qui ont fait la question 1 en cherchant ce coefficient de proportionnalité K, ils ont trouvé moins 3 demi. D'accord? Comme Marianne. Donc ce que j'ai écrit ici, en fait, n'était pas nécessaire quand on emploie le déterminant, mais c'est pour essayer de trouver le coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs. Alors une fois qu'on a déjà trouvé la coordonnée du vecteur U, manquante, c'est-à-dire x, c'est plutôt facile, c'est une division. Ok pour tout le monde? Ça va Marianne? Oui, on peut simplifier, oui, pardon. J'aurais pu le faire. Excusez-moi, je vais le faire tout de suite. Donc on peut simplifier, on obtient moins 16 tiers. Pour l'abscisse, hop. Voilà, je vous le simplifie comme ça. Comme ça, c'est bon. Ok. Voilà. Ça marche. Alors, revenons à la question 2. Maintenant, en fait, c'est une petite application géométrique. Donc, vous avez le vecteur TR qui est égal au vecteur U, et vous avez le vecteur AP qui est égal au vecteur V. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du quadrilatère TRAP? Alors, il faut se souvenir du cours, tout simplement. On sait que les vecteurs TR et AP sont collinéaires. D'accord? Donc, que nous dit le cours? Alors, je l'ai rappelé lundi, mais on va le revoir ensemble. Donc, vous avez 4 points qui sont de telle sorte que les vecteurs TR et AP sont collinéaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Donc quoi? Voilà, en fait, on a juste une relation de parallélisme. Alors moi, je vais commencer par l'écrire comme ça. Et ensuite, on parlera du quadrilatère, parce qu'il y a peut-être un petit piège, vous allez voir. Donc TR, les droites TR et AP sont parallèles. D'accord? Ça, c'est super important. Dès que vous avez des vecteurs collinéaires, vous devez mémoriser que ça donne des droites parallèles. Ok? Autrement dit, lorsque deux vecteurs sont collinéaires, ils vont porter des droites parallèles, on dit qu'ils ont la même direction. En fait, plutôt que le mot direction qui est assez imprécis, il faudrait peut-être employer le mot inclinaison, c'est-à-dire ils définissent la même droite en fait. Mais bon, c'est pas... Vous verrez assez souvent que les mots que vous employez en français, évidemment, sont moins précis que les définitions mathématiques. C'est pour ça qu'on les emploie. Donc les droites TRAP sont parallèles. D'accord? Alors, ceci dit, faites attention au sens, d'accord? Vous
vous allez voir, selon le sens dans lequel va TR, c'est-à-dire grosso modo, s'il parcourt la droite dans un sens, si AP parcourt la droite dans l'autre sens, on va devoir nommer le quadrilatère un peu différemment. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Donc l'idéal pour ne pas se planter, c'est de toujours faire un dessin. Alors on va le faire avec GeoGebra rapidement. Si vous me parlez de trapèze rectangle, non, pour l'instant je parle pas de trapèze rectangle. C'est pas prévu. Alors de toute façon, pour déterminer des angles droits avec des vecteurs, il va falloir utiliser l'outil de première, que je vais vous définir. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais il faudra qu'on parle de produits scalaires, donc c'était pas l'objectif. Alors on va utiliser les... Alors, TR et AP, donc je dois avoir comme coordonnées 8 et 9. Bon alors, je vais pas mettre les coordonnées de l'exercice, mais on s'en fiche, c'est juste pour vous illustrer ce qui se passe. Donc vous avez un vecteur ici, puis vous avez un autre vecteur qui va lui être collinéaire. D'accord? Donc je fais ça rapidement. Donc on va prendre 6 carreaux, et là on va en prendre 4 vers le bas. Excusez-moi, j'y arrive. Je vais m'énerver, je sens ce matin. Déplacer graphique, voilà. Ne pas me le déplacer. Ok. Donc on va tomber. Qu'est-ce que j'ai dit que je prenais? Non, il y avait 3 carreaux, hein, donc il faut que j'en prenne 6 et 4. 6 et moins 4, ça fait 2. Voilà. Donc j'ai dessiné avec difficulté 4 points, tels que le vecteur AB et le vecteur CD soient collinéaires. Vous voyez que là, le quadrilatère s'appelle ABDC. Ok? Mais si j'intervertis les points C et D, les vecteurs restent collinaires, hein, simplement le coefficient de proportionnalité va changer de signe. Donc si j'intervertis C et D, vous apercevez que le nom du quadrilatère change. Il s'appelle plus ABDC, mais il s'appelle ABCD. Donc en fait, il faut toujours faire attention à l'ordre des points quand on vous parle de vecteurs collinéaires. De même que pour les parallélogrammes, il fallait faire attention à l'ordre des points. Ok. Donc ici, vous apercevez que le coefficient de proportionnalité est négatif. Hein, c'est moins 3,5. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc ça veut dire en fait que TR et AP en fait, n'ont pas le même sens. Ils ont la même direction, ils sont sur la même droite, mais ils n'ont pas le même sens. Il y en a un qui parcourt la droite dans un sens et l'autre qui parcourt la droite dans l'autre. Et du coup, le nom du quadrilatère, ça va bien être TRAP. Mais faites attention, ça aurait pu être TRPA. Est un trapèze. Donc je vous rappelle qu'un quadrilatère qui a simplement 2 côtés parallèles et pas les 2 autres, ça s'appelle un trapèze en mathématiques. D'accord? Voilà, pas plus pour l'exercice 9. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Dites-moi, vous avez des questions, pas de questions? Bah, j'ai dit qu'il y avait un piège sur l'ordre des lettres en fait. Alors dans l'exercice, il n'y a pas vraiment de piège puisqu'ils vous ont écrit le quadrilatère TRAP. Mais si c'est vous qui devez le nommer, hein, si c'est pas écrit dans l'énoncé, attention de ne pas confondre TRAP et TRPA. Parce que si vous plantez dans l'ordre des points, en fait, je reviens ici, si j'ai écrit les points dans le bon ordre, A, B, C, D, ok, c'est un quadrilatère. Mais si vous dites A, B, D, C, d'accord, c'est plus un quadrilatère. Alors parfois on appelle ça un quadrilatère croisé, mais enfin bon, vous voyez, ça fait un truc croisé comme ça. En fait, voilà, en mathématiques, quand vous nommez un quadrilatère, il faut toujours donner ces points en parcourant un cycle, une boucle en fait, si vous voulez. Donc quand vous voyez les vecteurs écrits comme ça, bah, c'est pas évident de savoir dans quel ordre il faut nommer les points. C'était ça le piège, entre guillemets. D'où l'intérêt de faire un dessin pour pas se planter. Ok Marianne? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non, c'est bon? Je peux y aller? Bon, vous êtes au moins autant endormi que moi ce matin, c'est bien. Ok. Donc
l'exercice 10, c'était pas très difficile non plus, hein. Donc on vous demande des... Vous voyez, ce sont vraiment des exos de base, hein. Le but c'est de vous faire un peu réviser tout ça. Donc pareil, on vous parle de collinarité, donc on va à nouveau utiliser l'outil du déterminant, d'accord? Sauf que cette fois-ci, on doit d'abord calculer les coordonnées des vecteurs KL et KM. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc le vecteur KL, quelles sont ses coordonnées? Bon, vous avez les coordonnées des points, donc c'est pas bien compliqué. Ok, donc les coordonnées de KL, ça va être... On fait une simple soustraction, donc vous allez obtenir 5 ici. Alors, faut pas se tromper dans les signes, évidemment. Et ici, vous allez obtenir 2. Ok. Donc ça, c'est pour le vecteur KL. Ensuite, on vous parle du vecteur KM. Alors, vous allez me dire, mais M, je connais pas ses coordonnées. En fait, c'est vrai, on connaît pas ses coordonnées, mais on a des informations sur M. On sait que M est un point de l'axe des abscisses. Donc, quelles sont les coordonnées du point M? Ben, vu qu'il est sur l'axe des abscisses, on sait que son ordonnée, c'est... Voilà, c'est 0. Donc, son abscisse, on la connaît pas, on va l'appeler X, et son ordonnée, on la connaît, elle est égale à 0. D'accord? Puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Alors attention de ne pas vous faire piéger, hein. Être sur l'axe des abscisses, ça veut dire que c'est Y qui fait 0 et pas X. Alors essayez de visualiser ça, l'axe des abscisses, c'est la droite horizontale, le rez-de-chaussée, on est à la hauteur 0. Alors qu'est-ce que c'est que X? En mathématiques, chaque fois que vous... Alors là, je vais un peu insister là-dessus peut-être. Chaque fois que vous introduisez une lettre, là j'introduis la lettre X, il faut préciser ce qu'elle représente. D'accord? Qu'est-ce que c'est que X? Ben, c'est a priori un nombre réel. C'est l'abscisse d'un point. Donc il faut toujours le préciser. Ok? Cela ne va pas de soi, quand vous écrivez x0, que x est un nombre. Et que les mathématiciens sont suffisamment tordus pour que x puisse désigner n'importe quoi. Un vecteur, une fonction, enfin un peu ce qui peut vous passer une droite, un peu ce qui peut vous passer par la tête. Donc dès qu'on utilise une nouvelle lettre dans un problème, on dit ce que c'est. Ben là, x est un nombre. Alors une fois qu'on a posé ça, il n'y a plus qu'à calculer les coordonnées du vecteur Km. Allons-y. Donc c'est la même chose, sauf que M, on va devoir faire le calcul à partir de ses coordonnées, et une de ces coordonnées est une lettre. Peu importe. C'est le même principe. Donc ici on va obtenir x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et pour l'ordonnée, on sait que l'ordonnée du point M c'est 0, et l'ordonnée du point K c'est 1. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Ok? Alors on peut le... Bon, 0 moins 1, ça fait moins 1, je ne vais pas réécrire un truc pour ça. Bon, ceci étant fait, comme dans l'exercice, dans le premier exercice, le 4, on va écrire le déterminant. Alors allons-y. Donc, le déterminant des vecteurs KL et KM doit être égal à 0. Ça, en fait, c'est une équation. Excusez-moi, hop. Hop. D'accord, on va vraiment le traiter comme une équation. Donc, j'ai employé le symbole équivaut. Et je vais calculer le déterminant. Alors, que va donner le déterminant? On va obtenir moins 5, moins 2 fois x plus 1. Et ça doit faire 0. Est-ce qu'il y a des questions sur la ligne que je viens d'écrire? Est-ce que tout le monde voit d'où ça vient? Comment j'ai fait? Donc encore une fois, le déterminant, c'est un produit en croix. Donc j'ai pris les coordonnées des deux vecteurs. Si ça peut vous aider, vous dessinez la croix. Vous obtenez ça. Hein. Vous ne faites pas piéger par les signes. Hein. Il y a un moins qui intervient quand il y a une soustraction à faire. C'est le moins que vous retrouvez ici, en fait. Hein. Ok. Alors, grâce à cette équation, maintenant, on va pouvoir déterminer la valeur de x. Alors bon, je vais peut-être mettre une étape, si vous voulez. Donc on a moins 5, moins 2x, moins 2 égale 0. Ok. Bon, ça, dans votre tête, j'espère que vous dites, bon, ça c'est facile. Hein, je maîtrise à fond mon programme de quatrième. Donc j'obtiens x égale, on peut me le faire de tête, c'est pas... On va trouver moins 7 demi. Ok, vous avez trouvé ça?
D'ailleurs, je dis des bêtises, c'est pas moins 7,5, c'est 7,5. Non, c'est ça, c'est moins 7,5, je dis des bêtises, c'est ça. Oh là là. Ok. Bon, petit calcul. Alors, question 2, on vous demande si KL et KM sont collinaires, que peut-on dire des points K, L et M? Ben, c'est du cours, ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Vous avez deux vecteurs collinaires et qui ont un point commun, ils sont alignés. Hein. Donc on va l'écrire, les points K, L, M sont alignés. Et voilà. Ok. Bon, voilà pour le DM, c'était pas bien difficile. Bon, j'espère que vous avez réussi. Encore une fois, si vous n'avez pas vu l'année dernière, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus dur. C'est bon pour tout le monde? Pour le DM? Vous êtes où? Où êtes-vous, vecteur? Voilà, je le mettrai sur Pronote, hein, comme ça vous l'aurez, évidemment. Ok, on va corriger maintenant les exercices que je vous ai demandé de regarder. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Toujours sur cette double page. Hein. Donc les exercices 16 à 20. Donc on avait fait le 16, le 17, le 18. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exercices? Non, c'est bon? Ok. Allez, on va corriger l'exercice 19. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait dans l'exercice 19? J'arrive. C'est la page à côté. Hop. Alors, cette fois-ci, on parlait de milieu. Hein. Bon, je ne l'avais pas mis dans le cours, on ne l'avait pas encore révisé, mais... Alors, on va le revoir ensemble. Comment caractériser à l'aide des vecteurs le fait que I est le milieu du segment AB? Alors, il y a plusieurs façons de faire, qui reviennent au même, évidemment. Alors, je vais vous écrire ça, et puis je ferai un copier-coller dans les rappels de cours. Donc, I est le milieu de AB. On va essayer d'exploiter ça à l'aide de l'outil vectoriel. D'accord? On va essayer de traduire ça en termes de vecteurs, alors égaux ou pas, c'est vous qui allez me dire. Et regardez le symbole que je vais utiliser le symbole équivaut. Un peu comme si c'était une équation en fait. Donc chaque fois que vous utilisez ce symbole mathématique, hein, on l'a vu pour résoudre des équations, ça signifie que ce que vous allez écrire à droite est une caractérisation de ce qui figure à gauche. En gros, ça revient au même. Quoi. Alors en termes de vecteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, essayez de le visualiser dans vos têtes, on peut même le faire sans un dessin, hein, c'est pas très dur à visualiser. Vous avez un point I qui est au milieu de deux autres. Est-ce que vous voyez des vecteurs là-dedans? Qui me propose quelque chose? Oula, oui, alors, Théo propose... Tiens, c'est intéressant ce qu'il écrit, Théo. Alors, Théo me propose AB, en vecteur, hein, égale AI plus IB. On va réfléchir un peu là-dessus. J'ai pas fait les flèches, mince. Je vais faire comme ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Théo vient de proposer? Est-ce que ça vous paraît bien? Personne se prononce? Eh ben, allez, on va faire un petit sondage. Allez, vous votez. Est-ce que c'est bien ce qu'il a proposé Théo? On va voir s'il a du succès, ce jeune homme. J'espère qu'il a voté pour lui. Alors, voyons ça. Bon, il y a
a que Célia qui fait pas confiance à Théo, quoi, pour résumer. Marianne, on sait pas. Solène, elle a l'air de se méfier aussi. Si, alors Marianne s'est ralliée à la majorité, elle a dit je vais pas me faire repérer. Célia ne sait pas. Alors, en fait, vous allez voir, et ça va vous faire progresser un peu en maths, l'égalité qui est écrite ici est vraie. D'accord? AB, c'est égal à I plus IB. Tout simplement la relation de Chasles. Mais l'équivalence qui est écrite ici est fausse. Oula, ça vous perturbe ce que je raconte là? Donc prise toute seule, l'égalité AB égale AI plus IB est vraie, elle est toujours vraie cette égalité. Et justement, à cause de ça, l'équivalence est fausse. Non. Non plus. Alors Johan, c'est pas parce que ça marche que dans un sens. Alors je vais vous expliquer. En fait, la relation de Chasles, elle est vraie pour tous les points. C'est-à-dire à la place de I, vous pouvez mettre n'importe quoi, ça marche à tous les coups. On va faire un petit dessin, vous allez voir. Je vais faire un petit dessin. C'est là. Hop, s'il veut bien apparaître. Voilà. N'hésitez pas à faire une copie d'écran du dessin, hein, s'il vous parle. Bon, après, il sera moche. Hein, donc, Alors, Microsoft démarre. Voilà. Ah, il y a les dessins de la dernière fois. Allez, on va prendre une nouvelle page. Ok. Donc, vous avez 2 points A et B. A et B. On peut dessiner... Là. Comment j'ai fait pour le faire tourner? Oui, c'est beau la technologie. Voilà, j'ai presque réussi à passer par les points A et B. Prenez un point n'importe où. Le point J ici. Vous êtes d'accord qu'il n'est pas au milieu du segment? Visiblement. Mais pourtant, la relation de Chasles, elle est toujours vraie. C'est-à-dire que pour aller de A à B, en termes de vecteur, c'est comme si je passais par le point J. Si vous calculez les coordonnées de ces 3 vecteurs, ça marche. En fait, ça marche à tous les coups. Vous pouvez mettre le point J n'importe où. Si je mets, allez, je vais prendre un autre point. Si je mets un point K ici, d'accord? Si vous allez de A à K, puis de K à B, c'est comme si vous alliez de A à B. Autrement dit, je peux aussi écrire AB égale AK plus KB. Ça marche à tous les coups. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de longueur, hein, il s'agit de mouvement, de vecteur. Aller de A à B, c'est la même chose qu'aller de A à K plus aller de K à B. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on ne fait pas la même distance. Certes, mais n'oubliez pas qu'un vecteur, en fait, c'est pas le chemin qui compte, c'est l'endroit dont on est parti, l'endroit où on est arrivé. Et c'est tout. Ok? Donc en termes de vecteur, la relation de Chasles est vraie pour tous les points. Que vous soyez dans le segment AB, vous pouvez être hors du segment AB, que vous soyez au milieu de AB ou pas, ça ne change rien. Donc du coup, ce qu'a proposé Théo est faux. Mais qu'est-ce qui est faux en fait? C'est pas AB égale à I plus IB, ça c'est toujours vrai. Ce qui est faux, c'est de dire que c'est équivalent à ça. Parce qu'à partir du moment où vous écrivez le symbole équivalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette égalité va être vraie si et seulement si I est le milieu du segment AB. Et le problème, c'est qu'elle est vraie pour tous les points. Donc ce qui est écrit ici, en fait, est une évidence. Il y a quelque chose de toujours vrai. Donc ça risque pas de caractériser le point I, qui lui est un point particulier. C'est un point unique. Il n'y a qu'un point qui est au milieu de AB. Ça définit un endroit unique. Donc en fait, ce qui est écrit à droite est juste en soi, mais l'équivalence, en revanche, elle est fausse. Donc c'est pas comme ça qu'on va caractériser le fait que I est au milieu de AB. D'accord? C'est un peu, si vous voulez, comme si à droite du symbole équivaut, on avait écrit 0 égale 0. C'est-à-dire un truc, entre guillemets, hein, débile. Par débile, je veux dire toujours vrai. Vous vexez pas, monsieur Bouquet. Alors en mathématiques, quand on affirme quelque chose qui est en fait toujours vrai, on
peut appeler ça une évidence, etc. Alors on appelle ça parfois un truisme. T-R-U-I-S-M-E. Un truisme. Écrire que AB égale AI plus IB est un truisme. Ok. Alors, c'est pas ça. Comment on peut caractériser le fait que I soit pile au milieu et pas ailleurs? Est-ce que j'ai d'autres propositions? Alors, AB égale AI plus AI. Alors ça, c'est vrai. On pourrait écrire 2 AI, d'ailleurs. Donc, première façon de l'écrire, on pourrait écrire AB égale 2 fois AI. D'accord? Si I est au milieu entre A et B, en fait, le vecteur AB va être exactement le double du vecteur AI. D'accord? Donc, je vais le faire ici. Si je mets I pile au milieu, le vecteur AB, en fait, va être exactement le double du vecteur AI. Donc, regardez ce qui est en violet cette fois-ci. Et ça ne marche que pour le point I. Si vous êtes ailleurs qu'en I, c'est pas vrai. Donc, c'est bien une caractérisation. D'accord? Je sais pas si le dessin vous parle, mais quand même pas terrible. Donc, faites une copie d'écran si vous voulez le garder, on sait jamais. Peut-être c'est de l'art moderne, hein, vous savez pas. Peut-être Picasso, il n'aurait pas fait mieux. Donc, effectivement, cette équivalence est vraie. Alors, elle n'est pas la seule, on peut tripatouiller ça un peu dans tous les sens. On peut écrire aussi le vecteur AI est égal au vecteur IB. Et ça, c'est vrai uniquement si I est au milieu de AB. Si vous prenez un autre point, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez là, ce qui était important, c'était vraiment d'obtenir une caractérisation. C'est quelque chose qui n'est vrai que pour le point I, qui est le milieu de AB. Je me suis trompé. Alors, il y en a encore une troisième. Bon, on peut écrire de tas de façons différentes. Hein. On peut permuter A et B, on peut mettre des moins, des plus. Mais disons, voilà, il y a une façon qu'on aime, une écriture qu'on aime bien employer aussi en mathématiques. Alors, c'est plus trop dans les programmes, vous faites plus trop de géométrie barycentrique, mais bon, peu importe. Un jour, je vous expliquerai ce que c'est. On peut également écrire IA plus IB égale vecteur nul. C'est l'autre grande façon d'écrire les choses, mais qu'on va pas trop utiliser cette année. C'est un peu disparu des radars, ça. Malheureusement. Hop, voilà. Et ça, encore une fois, c'est vrai que pour le point. Donc moi, je vous conseille d'utiliser en fait ça ou ça. Hein, les deux que je surligne en jaune. Là, j'ai tout surligné. Est-ce que je peux faire juste un morceau? Oui, ça marche. Voilà. Ah, je veux pas. Bon, ça fait rien. J'ai changé de couleur, ça va marcher. Non plus. Ouh, ça m'énerve. Ça a marché, là. Non. Bon, il veut pas. Donc, utilisez plutôt les deux premières, hein, plutôt que la troisième. Ok? Alors, moi, je vous conseille, surtout quand on cherche les coordonnées du point I, en fait, le mieux, c'est d'utiliser celle-là. Alors, pourquoi le mieux, c'est d'utiliser la première? Parce que lorsque le point I a des coordonnées inconnues, imaginez que vous allez obtenir une équation, en fait. Et ici, vous avez l'inconnu à la fois à gauche et à la fois à droite. D'accord? Alors qu'ici, l'inconnu figure d'un seul côté. Si le point I est inconnu, ici, vous ne l'avez que d'un côté. Donc c'est ça que je vais surligner en jaune. Je ne veux toujours pas. Bon, enfin bref, on va utiliser la première. Ok? Alors, retour à l'exercice. Ça, on le mettra dans le cours. Hein. Je vous le compléterai, je le ferai après si vous voulez. Je vous mettrai le cours mis à jour. Donc, on utilise de préférence. En fait, ça revient au même, hein, mais disons les calculs sont... Il y a moins de risque d'erreur. La première caractérisation. D'accord? Alors, comment on procède maintenant? Ben, le point I, en fait, c'est votre inconnu. Ok? Donc, on pose I, qui a pour coordonnées X et Y. Ok? Et comme tout à l'heure, je vais expliquer ce que c'est que X, Y. Qu'est-ce que c'est que X et Y? Ben, ce sont des nombres réels. Donc, je vais écrire ça comme ça. Le couple X, Y, ce sont des nombres réels. Alors, je vous ai déjà introduit cette notation, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Avec le R croix R, ça vous dit quelque chose? J'en ai déjà parlé de ça.
Ça vous dit quelque chose ou pas? La notation, là, le dernier truc que je viens d'écrire. Non, oui. Alors ça veut dire en fait que quand on écrit un couple, le premier nombre est là-dedans, et le deuxième nombre est là-dedans. Et la croix, voyez simplement ça comme un séparateur ou un délimiteur. On peut justifier le fait qu'on écrive le symbole fois, mais je ne vais pas le faire maintenant. C'est assez logique en fait, mais prenez vraiment ça comme une notation. C'est une façon rapide de dire X est dans R et Y est dans R. Enfin, rapide ou pas, peu importe. Ceci étant fait, maintenant, regardez ce qu'on va écrire. On va utiliser la première caractérisation. Donc j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB, et j'ai aussi besoin des coordonnées du vecteur AI. Alors on va les calculer. On a alors le vecteur AB qui est égal... Alors ben là c'est un simple calcul de coordonnées, hein. Vous avez les points dans le livre. Donc on va obtenir... Il y en a une pas loin. Oui, là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, vous faites votre soustraction tranquillement. Donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Alors qu'est-ce que ça va donner? Moins 6, moins 8, moins 14. Et pour l'ordonnée, donc moins 3, moins 7, ça donne 4. Ok? Et le vecteur AI, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, on fait la même chose, sauf que les coordonnées de I, on les a appelées X et Y. Donc je vais obtenir X moins 2, pardon, X moins 8, je me suis trompé d'exercice. Et là, Y moins 7, c'est-à-dire Y plus 7. Ok? Donc là, j'ai simplement écrit les coordonnées de AB et de AI. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Ben, utiliser la caractérisation AB égale 2 fois le vecteur AI. Ça, il faut vraiment voir ça comme une équation. Elle ne va marcher que pour le point I, que lorsque le point I est le milieu de AB. Donc nous, on va convertir ça en coordonnées et on va en déduire la valeur de X et de Y. Regardez ce que je vais écrire. Donc, j'aurai écrit ma caractérisation. Et maintenant, je vais écrire que AB est égal à 2 fois le vecteur AI. Alors, si ces vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, je vais avoir une égalité pour l'abscisse et une égalité pour l'ordonnée. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a un coefficient 2 devant, qui va un petit peu changer les coordonnées de AI. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Commençons par l'abscisse. Alors, on y va. Hop. Je vais mettre ça. Au niveau de l'abscisse, donc, l'abscisse de AB, c'est moins 14, et l'abscisse de 2AI, c'est 2 fois X moins 8. D'accord? Pour l'ordonnée, je vais faire la même chose. L'ordonnée de AB, c'est 4. Ça doit être égal à 2 fois l'ordonnée de Y plus 7. Ok? Vous avez deux petites équations qu'on va résoudre. Alors allons-y. Est-ce que je peux aller assez vite pour résoudre les équations? Est-ce que je peux écrire directement X égale? Ça va pas vous perturber? Ah, c'est pas très compliqué non plus. Allez, on y va. Donc on va trouver X égale 1. Et on va trouver Y. Alors si ça va pas, vous me le dites. Hein, je peux mettre une étape hein, si vous voulez. Et on va finir par trouver Y égale... ça devrait faire moins 5. Voilà. Ok. Donc on a trouvé les coordonnées du point I. On peut l'écrire en dessous. I a pour coordonnées... Donc on a trouvé 1 et moins 5. Alors évidemment, vous pouvez faire un dessin pour vérifier si ça marche. C'est l'avantage, c'est que vous placez les points dans un repère, vous verrez vite si I est au milieu de AB. Ça va pour tout le monde? Donc vous voyez, je fais comme pour une équation. J'écris le symbole équivaut tout le long, et je garde en tête que quand j'écris I et le milieu de AB, en fait c'est une équation tant qu'on ne connaît pas où est le point I exactement, en fait, c'est coordonnées, quoi. Ok pour tout le monde?
Ça marche. Voilà pour le 19. Le 20, c'est un peu pareil. Alors, je vais vous donner un complément. Alors, on peut déterminer une formule, pour gagner un peu de temps, hein, qui donne les coordonnées de i directement. Ça vous intéresse, ça? Donc, vous allez poser le point A qui a pour coordonnées x indice A et y indice A. B qui a pour coordonnées x indice B et y indice B. Ça, on a l'habitude, hein. Et I, on dit que c'est le milieu de AB. Alors, il y a une formule. Alors, I, c'est coordonnées. Je vais les appeler X indice I et Y indice I, comme d'habitude, on va dire. Donc, regardez, je vais écrire comme tout à l'heure. I est le milieu de AB. Je vais écrire le symbole équivaut. Je vais réécrire un système. Et là, je vais vous donner les formules qui donnent la réponse directement. Et ces formules, c'est pas qu'on peut les apprendre par cœur, c'est qu'elles sont hyper logiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment on trouve l'abscisse du milieu? Regardez ce qu'on va faire. On va écrire ici XA plus XB divisé par 2. Et ici, on va obtenir YI, c'est bien le bon endroit, égale YA plus YB divisé par 2. Ok, alors regardons ce qui est écrit ici. Là, vous voyez, j'utilise pas de vecteur. En fait, c'est comme si j'avais fait tout l'exercice qu'on vient de faire sans aucun chiffre, hein, juste avec des lettres. Et du coup, ce que je trouve à la fin, bon, on l'a pas fait, hein, mais c'est-à-dire j'ai pas fait la preuve, mais voilà ce que ce serait. Donc si je faisais exactement l'exercice qu'on vient de voir, mais en considérant que les points A et B ont pour abscisse et ordonnées XA, YA, XB, YB, voilà ce qu'on aurait trouvé à la fin, en menant tout le calcul. Je dis que ça, on peut en faire une sorte de formule, et qu'elle est en fait très intuitive. Pourquoi elle est intuitive, cette formule? C'est-à-dire pourquoi elle apparaît logique? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est logique de trouver un truc comme ça, pour les coordonnées du milieu de points A et B? Il y a quelque chose qui doit vous frapper dans cette formule. Pas trop fort, j'espère. Je vous écoute. Eh ben, il n'y a pas grand-chose qui vous frappe, hein, ce matin. Ça vous fait penser à quoi, XA plus XB sur 2? Ah ouais, il n'y a pas que le sur 2 qui doit vous frapper. Il y a aussi le XA plus XB. Ça, c'est marrant, on fait une addition, puis on divise par 2. Non, c'est pas la même chose, justement. Là, au lieu d'avoir un moins, on a un plus. Ouais, donc on voit que c'est pas du tout la même idée, en fait. Quand vous faites une soustraction, vous mesurez un déplacement. Grosso modo, hein. Et là, vous faites une addition. Donc c'est qu'on n'est pas sur le même genre d'idée. Ça vous fait penser à quoi? J'ajoute deux nombres et je divise par 2. Non, ni les racines, et non, non, non. Oui, monsieur Bouquet, c'est le mot magique. C'est une moyenne. D'accord? C'est ça que j'espère un petit peu. Vous prenez deux notes, vous les ajoutez, vous divisez par 2. Vous avez la moyenne des deux notes. Donc finalement, comment on trouve les coordonnées du milieu? On peut résumer cette formule en 3 mots. D'accord? Les coordonnées du milieu, c'est la moyenne des coordonnées des points A et B. Et c'est assez logique. Quand vous êtes au milieu géométriquement, en termes de calcul, cette notion de milieu va donner une moyenne. Quand vous calculez la moyenne de vos notes, c'est quoi? Bah, si vous placez vos notes sur une espèce d'axe gradué, la moyenne, ça va être un point qui est au milieu des autres points. Pile au milieu. D'accord? Alors on va écrire ça parce que c'est une idée assez simple en fait, et qui permet de
en fait, de retenir cette formule sans jamais la prendre, ce qui est quand même pratique. Donc on va écrire ça comme ça. Les coordonnées du milieu de 2 points, milieu, sont la moyenne des coordonnées de ces 2 points. On peut résumer ça autrement, si vous voulez, la notion de milieu en géométrie, ça équivaut, si on peut passer en calcul, ça équivaut à la notion de moyenne. Moyenne en, met des guillemets, en calcul. Dans le monde du calcul. Vous voyez ce que je veux dire. Ok? Donc la notion de milieu devient la notion de moyenne. Donc du coup, c'est très facile à retenir. Ok pour tout le monde? Voilà. Bon, on est arrivé jusqu'au 19. J'ai pas corrigé le 20. Alors attendez, le 20, est-ce que j'avais un truc? Ouais, après il y avait une longueur à calculer. Bon, c'est pas très grave, on le fera rapidement la prochaine fois. On va arrêter là pour ce matin, parce que j'enchaîne avec une autre visio, avec une autre classe là. Juste un truc, donc la semaine prochaine, je vous l'ai dit, je suis pas là. En revanche, donc vous reprenez en alternance, on a eu la confirmation par le proviseur, comme avant les vacances en fait, hein, avant le confinement. Donc je sais pas qui vient la semaine prochaine, donc ceux qui sont là la semaine prochaine, ils n'auront pas cours avec moi l'après-midi. En revanche, je fais une visioconférence pour ceux qui sont censés être à la maison, donc je vais essayer de la caler aux mêmes heures. Si ça permet à ceux qui devraient être au lycée, éventuellement de rentrer chez eux et écouter la visio. J'en sais rien. Ça, j'attendais un peu que vous me disiez. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont censés être au lycée lundi, parce qu'il n'y a pas tout le monde là. Je sais pas si c'est le début ou la fin de l'alphabet, je me souviens plus. Est-ce que vous le savez? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont dans le groupe 2 là, qui reprennent au lycée la semaine prochaine? Ok. Donc, est-ce que vous voulez que je démarre la visio, si vous voulez avoir le temps de rentrer chez vous? Je sais pas combien de temps il vous faut, hein. Vous avez cours jusqu'à 4 heures le lundi. Est-ce que vous voulez que je mette la visio genre de 16h30 à 18h? Est-ce que ça permettrait à tout le monde d'y assister? 16h45. De toute façon, vu que c'est un peu tard dans l'après-midi, on va pas faire 2 heures, hein. On peut faire 16h45, 18h15. Ça ira à tout le monde, 16h45? Ok. Donc je vous le confirmerai sur Pronote, donc je ferai une visio, comme ça tout le monde pourra y assister, même si je suis pas là, de 16h45 à 18h15 le lundi. En revanche, jeudi matin, bah, c'est la même chose, mais vous êtes censés tous être chez vous, puisque vous avez que moi le jeudi matin. Donc je ferai une visio jeudi matin de 9h à 10h30. Ok? Un peu comme ce matin, mais on finira à 10h30. Voilà. Donc même si je suis pas là, vous aurez eu quand même 3 heures de visio la semaine prochaine, on pourra bien avancer les choses. Voilà. Donc je mets la vidéo d'aujourd'hui sur Pronote, la trace écrite, et je vous laisserai peut-être un ou deux exercices à faire. Je vais regarder ce que vous pouvez faire. Là, j'étais censé en fait attaquer le produit scalaire, mais bon, on l'attaquera lundi. Voilà. Donc là, je vous laisserai autre chose à faire. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce matin ou sur n'importe quoi. Voilà. Et je vous donne rendez-vous donc lundi 16h45. C'est bon? Allez, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu faire le cours hier. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Allez, à lundi. Au revoir. Au revoir à tous.